Bonjour à tous. Deux thèmes dans ce duel des éditorialistes. C'en est fini de l'entente cordiale entre les présidents Ouattara et Bédié autour du parti unifié. Et puis le retour de Simone Gbagbo à la faveur de l'amnistie du président Ouattara dans son récent message à la nation. Je vous présente mes invités. Sylvain Debailly de la rédaction du site d'information connexioivoirienne.net. Bonjour Sylvain. Bonjour Herman. Et Ignace Bidi, notre éditorialiste. Bonjour Ignace. Bonjour Herman. Alors je vous propose d'écouter les premiers mots de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo, et de messieurs Lida Kouassi et Asso Adou, juste après leur libération. Ils sont au micro d'Armand Blédou et de Joseph Zécré. Je voudrais que vous tous, vous vous associez à moi pour féliciter Aboudraman. Il est à l'image du Front populaire ivoirien. La refondation là, c'est dedans on a commencé. Hein? La sienne page est tournée. Hein? Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Hein? Militants et militantes, levez-vous pour la nouvelle page. Elle est faisant sans arrêt. On est parti et on est parti. La prison pour les dirigeants du RPI, c'est un moment d'incubation. C'est un moment, oui, comme disent nos différentes cultures, c'est un moment de pourrissement. Mais c'est surtout, merci pour le mot, un moment de régénérescence, un moment de renaissance, un moment de ressourcement, que dis-je, un moment de refondation. Amen. Camarades, comme l'a dit Lida Kouassi, la prison, on réfléchit, on prend des décisions, on est déterminé à avancer. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un jour nouveau aussi pour le RPI. Vous avez commencé la marche vers la victoire, nous sommes venus à vous rejoindre, nous allons marcher. En octobre, nous allons avoir une première victoire et en 2020, nous allons avoir la victoire. Simone Gbagbo libérée, les choses ne se compliquent-elles pas un peu plus au Front populaire ivoirien? La question de la légitimité de Pascal Afine-Guessan va se reposer. Le rôle que doit jouer Simone Gbagbo dans ce parti, alors qu'on sait qu'elle est fragile, elle est malade, même si son engagement politique reste intact, Sylvain Debailly. Merci. Mais moi, je pense tout de suite que cette donne-là, il faut d'abord l'analyser en termes de gains. En termes de gains pour ce parti, vous savez que la libération de Simone Gbagbo et des autres prisonniers a toujours été une revendication pour le FPI. L'ensemble, d'ailleurs, que ce oui, soit le FPI, que ce soit le FPI d'Afi, comme le FPI de Sangaré. Il y avait donc, vous savez aussi qu'il y avait aussi une réelle incertitude sur le cas Simone Gbagbo, qui était non seulement condamnée à 20 ans de prison. Elle a été acquittée dans un procès, mais cet acquittement a été cassé. Ensuite, elle est réclamée par la CPI. Donc, pour Simone Gbagbo, ce n'était pas évident. Donc, il faut d'abord que ces militants savouent cette sorte de victoire. Mais passer l'euphorie de la passer sortie de prison, tout à fait, vont se poser les vraies questions. Il faut se poser les vraies questions. Mais il y a quand même une chose à savoir, c'est que au FPI, la tendance Sangaré surtout considère que la question AFI est une question dépassée, qui n'est plus d'actualité. Mais avec le retour de Simone Gbagbo, il faudra bien se poser cette question. Comment elle va pouvoir l'aborder? Je pense que les oreilles seront attentives de ce côté-là.
Ignace. J'allais dire que les frontistes ne se font pas désirer sur déjà la question, d'autant qu'ils sont engagés le combat de la légitimité. Le même jour de la libération de Simone Gbagbo, la frange dirigée par Pascal Affi-N'Guessan n'était pratiquement pas à l'accueil. C'est une façon d'affirmer leur position, de rester dans leur position, mais aussi, le même jour, Pascal Affi-N'Guessan organise une conférence de presse qui se résume véritablement à la revendication de sa légitimité. Les deux partis véritablement gardent leur position, c'est dire qu'elles continuent de s'ignorer, je l'ai dit royalement. La question de la réunification est carrément reléguée au calendrier. C'est dire que les frictions demeurent et que sur ce point, le parti du FPI est véritablement attendu par ses militants. Est-ce que finalement, le président Ouattara a rendu service à Pascal Affi-N'Guessan en libérant Simone Gbagbo? Moi je pense que le président Ouattara n'avait pas à rendre service à X ou Y. Il y a une situation d'incertitude qui planait sur le pays et donc il y avait un certain nombre de mesures à prendre pour décrisper l'atmosphère et vous avez vu comment les Ivoiriens ont accueilli cette mesure. Il appartient à Affi-N'Guessan de se réinventer. Il appartient également à l'autre frange du FPI de s'inventer également. Et c'est dans cette conjugaison des efforts que chacun devra s'affirmer sur le terrain politique. Que cette décision ait été favorable ou non favorable à un camp ou à un autre, là n'est pas vraiment la préoccupation. Qu'est-ce qu'on fait avec le retour de Simone Gbagbo? Et je disais tout à l'heure qu'il fallait savourer cette victoire, mais en même temps, Ignace le disait tout à l'heure, que s'est-il passé quand Simone Gbagbo était de l'autre côté? Elle a donné des signaux. Elle appelait souvent à l'unité, même si cela paraissait être dit dans des codes. Mais elle a donné des signaux. Je pense qu'il faut attendre les choses et puis voir comment cela va se dénouer. Alors, hier, quand elle disait, par exemple, une page est tournée, une autre s'ouvre, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a dans ce discours-là qu'elle a prononcé, un discours, je vais dire, improvisé, il y a une profonde spiritualité que moi j'ai remarqué. Finalement, la prison, les douleurs de l'épreuve, soulagent, fortifient, je veux dire que l'épreuve même nous fortifie, n'est-ce pas, dans un certain espoir. D'accord. À un certain moment de la vie politique du FPI, le FPI au pouvoir, le FPI dans l'opposition, on a connu le FPI également avec la question de la spiritualité, la question de la religion. On a parfois vu des pasteurs. Des pasteurs, des séances de prière qui sont parfois passées en boucle sur les réseaux sociaux. C'est dire que Simone Gbagbo ne s'est véritablement pas détachée de ces sources, j'allais dire sources d'inspiration, puisque même au plus fort de la crise, elle a souvent illustré ses propos, sa démarche, son combat. Et même le jour de son arrestation. Même le jour de son arrestation par des paroles bibliques. Permettez-le-moi, par des paroles bibliques. C'est dire qu'elle semble se retrouver beaucoup plus dans la spiritualité et elle fait recours à la spiritualité, demande à ses partisans de se ressourcer dans la spiritualité. On a connu cette affaire de prophète au plus fort de la crise, pendant le bombardement du bunker du président Laurent Gbagbo. Donc la spiritualité, je veux dire, a toujours été un pan important de l'engagement ou même de la ressource des frontistes. Oui, dans ce discours, on retrouve Simone Gbagbo, l'ancienne militante de la jeunesse catholique. Oui, mais en même temps, il faut le savoir, quand on a traversé des épreuves, ou alors quand on est dans l'épreuve, le seul refuge qu'on a, c'est Dieu. Et durant cette épreuve, vous savez qu'elle a été durement éprouvée. Et pour ceux qui avaient l'habitude de la visiter, on dit qu'elle se réfugiait carrément dans la prière. C'est de bonne guerre. Donc c'est une Simone Gbagbo renouvelée, une Simone Gbagbo, on dirait, réincarnée,
qui vient et qui lance à ses militants le chemin à suivre, tel peut-être... une prophétesse. Une prophétesse qui revient et qui se met au service, en tout cas, Alors, je crois qu'elle a prononcé une parole et les gens ont répondu Amen. Oui, Amen. Et Amen. derrière, elle dit, vous dites Amen, c'est une responsabilité. Tout à fait. Et en même temps, elle a même évoqué la Trinité, c'est-à-dire qu'elle a été sauvée dans sa réclusion 3 fois. Elle l'a dit également. Donc, sa foi, c'est, à mon avis, c'est renforcé et qu'elle devra peut-être mettre cela à profit pour le bien de son parti. Alors, la relation avec la prison, on a écouté également M. Lida Kwasi, qui parle je crois, de rédemption, qui parle de renaissance. Finalement, est-ce que ce n'est pas une façon de dire également au pouvoir, voilà, vous nous avez envoyés en prison, mais bon, de la prison, nous nous sommes refaits un moral, un moral aussi et une spiritualité. Bon, sur la question, je n'allais pas me focaliser sur les frontistes. C'est le propre des politiques qui pensent que, enfin en général en Afrique, ils pensent que le passage en prison, le passage en détention est une transition. Gbagbo le disait en référence à Nelson Mandela. Nelson Mandela, donc c'est pas le propre des frontistes. Sur la question, je voudrais vraiment être bref pour dire qu'il ne faut pas se focaliser sur les frontistes, mais surtout les politiques africains, ou même de façon générale. Ils pensent qu'en allant à prison, un passage obligatoire... La prison a quelque chose de valorisant. Voilà, la prison a quelque chose de valorisant. Très bien. Alors, il y a également les propos de M. Aswadou, qui, lui, a parlé d'une victoire prochaine, en octobre prochain, certainement en pensant au procès... du président Laurent Gbagbo, début octobre prochain, et puis de 2020 après. Oui. En disant cela, il se réfère à sa situation lui-même. Vous savez que Aswadou a traversé quand même des moments difficiles. Il est même arrivé que le président Ouattara ait dit qu'il ne savait pas que Aswadou était en prison. C'est dire que sur son cas particulier, sur le cas des autres prisonniers qui ont quand même traversé cette période difficile-là, pour lui donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir sur le cas Laurent Gbagbo, surtout qu'aujourd'hui, avec tous les signaux qui se dégagent, et ils espèrent. Avec le procès qu'on a suivi, ils espèrent qu'il y a une grande marge en sa faveur. Alors, j'ai remarqué également que quand elle a pris la parole, Madame Simone Gbagbo n'a pas eu le moindre remerciement à M. Ouattara. Peut-être que cela viendra aussi, hein, puisqu'elle a promis reprendre la parole après. Mais là, dans cette situation-là, est-ce que cela n'aurait pas été quand même une sorte de signal pour le pardon, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Bon, moi, je voudrais plutôt m'en remettre à l'ego des politiques, hein, de façon générale. Les remerciements, ce n'est pas véritablement de leur propre. Pour eux, c'est parfois l'occasion de faire signe de faiblesse. Et il faut toujours rester rigide face à l'adversaire, il faut toujours se revendiquer soi-même, il faut s'assumer soi-même. Déjà en détention, Simone Gbagbo animait le débat contradictoire avec le régime. C'est elle qui a tenté de contredire le régime sur son statut. Elle disait « je suis détenu politique ». Au moment où le débat sur la question des prisonniers politiques battait son plein. Voilà. Donc, du coup, moi, personnellement, je ne la voyais pas en train de remercier publiquement le président de la République. Mais cela n'empêche pas que dans les couloirs des adversités, les deux partis ne se soient pas rencontrés, ne se soient pas parlé. Ça me tonnerait que bien avant le congrès qui a eu lieu à Moussou, les différents partis ne savaient pas véritablement, n'avaient pas d'informations précises sur la libération de Simone Gbagbo. Ouais. Oui, effectivement. Ignace a été clair. Il a dit que... Mais moi, j'aimerais ajouter que le merci n'est pas en lui-même un programme politique. Quand on parle de merci, ça relève
ça relève du sentiment. Oh oui, c'est juste, juste une façon de dire, bon ben, oui, mais le geste est positif. Tout à fait, mais tu l'as bien souligné, hein, qu'elle se réserve. Elle va parler que ce qu'elle a dit là n'était qu'un commentaire, comme elle a si bien dit, sans oublier que elle a quand même eu à prononcer des mots de remerciement, même si c'est à l'endroit de ses militants ou de ses parents, tous ceux qui ont pu contribuer à sa libération jusque-là. Alors, Simone Gbagbo revient, le Front populaire ivoirien peut-être va se réorganiser, certainement va se réorganiser. Elle a parlé on a commencé par la refondation, donc voilà, il faut continuer de mener le combat jusqu'au bout, si je caricature un peu sa pensée. Alors, 2020, Assoado l'a dit, 2020, c'est un objectif, mais avec quel FPI et pour quelle offre politique à proposer aux Ivoiriens? Oui, déjà, il se dessine, je dis, un nouveau chemin, un nouvel échiquier politique sur lequel des alliances sont en train de prendre forme. Il reste à ce qu'elles soient véritablement formalisées. Ou est-ce que le FPI, tendance Sangaré, enfin désormais tendance Simone Gbagbo, puisqu'elle lance la remobilisation, va-t-il se situer? C'est une question à laquelle il faut répondre. Déjà, le FPI Sangaré ou Simone Gbagbo a invité le président Bédié, par exemple, au congrès de Mossou, même s'il s'est fait représenter. Pascal Affi-N'Guessan en a fait de même. Il faut déjà trouver le camp ou le parti avec lequel faire une meilleure alliance. Faut-il véritablement faire une alliance? Ça aussi, c'est une question à laquelle il faut répondre. Il y a également la question de la réunification du FPI. Est-ce que la tendance Sangaré et la tendance Affi-N'Guessan accepteront véritablement ou enfin de se remettre ensemble et d'entrevoir de nouvelles perspectives? Alors est-ce que finalement, Ignace en parlait tout à l'heure, est-ce que finalement cette chance d'unification du FPI, parce que ça reste une constante, cette chance d'unification, est-ce qu'elle passerait par le retour probable du président Laurent Gbagbo ou par Henri Konan Bédié? Oui, encore, faut-il que le FPI tendance Sangaré reconnaisse qu'il y a deux FPI? Jusque-là, le discours ambiant est de dire que Affi ne compte plus dans les schémas. Ça, c'est vrai. Mais il faut quand même, avec le retour de Simone Gbagbo, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'on renouvelle peut-être le discours politique, qu'il y ait une nouvelle offre. Et c'est dans cet engagement-là qu'il faut repenser peut-être la dynamique et enfin aller peut-être vers une sorte de réconciliation ou de gentleman agreement. Et si le président Bédié peut servir à cela, c'est tant mieux. Mais moi, je pense que le FPI, pour retrouver son unité, cela dépend d'abord de ses cadres, cela dépend de ses militants à se transcender, en tout cas dans la camaraderie militante, pour aller tout droit vers son objectif. Est-ce que ce FPI-là doit continuer de fonctionner comme en 1990, par exemple? Oh non, il y a un nécessaire devoir d'inventaire. Après 2010, après la décennie Gbagbo, il y a eu ce qu'il y a eu en 2011. Jusque-là, le FPI ne s'est pas encore véritablement assis pour ce devoir d'inventaire. Je pense que plus que jamais, l'heure est arrivée d'abord de faire l'inventaire et puis de pouvoir relancer la machine. De nombreuses données ont changé, notamment le RHDP qui n'est plus uni, ce qu'il était, voilà, qui n'est plus ce qu'il était. Du coup, le FPI a, je pense, un devoir de se remettre en cause pour savoir véritablement comment aborder la question de l'adversité, pour savoir quel adversaire véritablement affronter, même si c'est toujours, je veux dire, le RDA qui tient le pouvoir, mais le RDA avec quelle composante, avec quel allié, ça c'est des questions auxquelles le FPI devra répondre. Surtout. Alors, toute dernière question sur le Front populaire ivoirien, surtout sur le retour de Simone Gbagbo. Qu'est-ce que ce retour change fondamentalement
dans la donne sur l'échiquier politique national? D'abord, du point de vue du genre, hein, permettez-moi de le dire, du point de vue du genre, on avait vu très peu de femmes. C'est vrai, il y avait Daniel Boni-Claverie, mais aujourd'hui, une autre voix féminine, hein, vient reprendre sa place dans son parti, c'est donc Simone Evi Bambo, mais il faut surtout remarquer qu'au niveau du FPI Tendance Abdourahmane Sangaré, il manquait une sorte de leader, une sorte de meneur du jeu politique. À soi d'où est venu, il est incarcéré. D'autres personnes ont été incarcérées pour des faits qui leur ont été reprochés, si bien que cette tendance n'a pas eu véritablement de chef d'orchestre. Abdourahmane Sangaré est resté dans la statue de gardien du temple, comme ils l'ont toujours appelé, si bien qu'il n'avait véritablement personne pour prendre la tête de cette frange du FPI. Il y a eu l'arrivée de Francis Ougnin avec la plateforme EDS dans laquelle s'est engagé les partisans les sangaristes en griffe, ou ceux qu'on appelait communément les Gbagbo-Ouriens. Aujourd'hui, il y a une véritable tête qui a cofondé le FPI, qui est légitime, voilà, à laquelle de nombreux militants du FPI se reconnaissent, toute la base du FPI se reconnaît, et qui va devoir amener les militants à reconsidérer leur position. Alors, mais je parlais surtout de ce qui pourrait changer avec l'arrivée de Simone Babo sur l'échiquier national. Oui, sur l'échiquier national, mais tout commence d'abord au FPI. Tout commence au FPI. Vous savez que Simone Babo se confond avec l'histoire même du FPI. Il a dit, hein, elle était au début membre fondateur du FPI. Simone Babo, c'est une figure emblématique. C'est la femme de Laurent Gbagbo. C'est la Wonder Woman qui revient. Et donc, avec toute cette légitimité qui lui est dévolue, je pense qu'elle aura les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir mener ce navire FPI-là. Et ce navire FPI, lorsqu'il va être conduit à bon port, cela va drainer quand même tout un monde, et la politique nationale va se retrouver redynamisée. Il y a vraiment... c'est maintenant que le jeu politique en lui-même va s'exprimer, parce que jusque-là, il y avait une restriction des libertés qui faisait que c'est une seule tendance qui s'exprimait jusque-là. Je crois que là, le président Ouattara a donné quand même un coup de pouce à l'opposition, et elle devra saisir vraiment cette brèche. Encore que l'urgence serait aussi que le Front populaire ivoirien refasse son unité. Dans la deuxième partie de ce duel, nous évoquerons encore le PDCI. Ce qu'on prédisait est arrivé. Ouattara Bédié s'en est fini donc de l'entente cordiale. Le PDCI n'appartient plus au RHDP. Il présentera d'ailleurs ses candidats aux prochaines élections locales et se réserve même le droit de créer une plateforme bien en face du parti unifié du président Alassane Ouattara. Ce matin, nous avons recueilli un avis, celui du secrétaire d'État en charge des PME, un secrétaire d'État RHDP, parti unifié, Félix Anoblé, que je vous propose d'écouter. Le PDC est un parti libre. Quand on est face à une situation, on regarde ses intérêts. Il peut se faire que les intérêts du PDCI ne soient pas pour l'instant avec le parti unifié, mais nous espérons que dans le futur, ce sera le contraire. Alors, comme il fallait s'y attendre, hein, le divorce est consommé entre le président Henri Konan Bédié et le président Ouattara. On en parlait depuis des semaines ici même, on pressentait déjà la chose. Donc, les prochaines élections locales serviront de test. Ce sera le premier face-à-face électoral Ouattara Bédié. Oui, nous le disions effectivement,
les cadres du PDCI qui se sont engagés pour le parti unifié devront véritablement tester leur légitimité sur le terrain. Nous disions sans l'étiquette PDCI, il leur serait véritablement difficile de pouvoir... Encore qu'on ne peut rien présager. Oui, on ne peut rien présager, mais comprenez que les partis ont souvent fait les cadres, n'est-ce pas? On souvent fait le coffre des cadres ici en Côte d'Ivoire, même si à un certain moment de l'histoire de notre pays, certains leaders ont tenté d'expérimenter autre chose, mais il faut dire que les partis font les cadres, si bien que quand les partis retirent leur légitimité, leur caution morale à ces représentants, il leur est parfois difficile de s'affirmer. Oui, quelqu'un a dit tout récemment, pour rigoler, on va se mesurer. Eh bien, l'heure est venue pour tout le monde de se mesurer, surtout pour le RDR, le PDCI, qui était dans une alliance qui vient d'être rompue, de vraiment apprécier chacun ce qui le concerne, les forces sur le terrain. Et cette élection locale donne l'occasion rêvée à ces différentes forces politiques de s'exprimer. Et je pense qu'à partir de là, chacun connaissant sa place, voilà, on sera vraiment situé à faire les bonnes analyses. Alors, mais est-ce que cette situation ne présage-t-elle pas aussi d'une éventuelle candidature du président Bédié par rapport à 2020? Il aura 86 ans. On pourrait dire que si cela advenait, on pourrait dire que le transfert du pouvoir à la nouvelle génération souhaitée par le président Ouattara, en tout cas au PDCI, ce ne serait pas pour demain ni après-demain. Oui, mais là, c'était seulement le souhait du président Ouattara. Le président Arikonan Bédié n'a jamais dit qu'il transférerait le pouvoir à une nouvelle génération. Mais en plus, il faut ajouter que c'est un acquis de la constitution Ouattara quand même. Le verrou de l'âge qui a sauté. Donc, Bédié, constitutionnellement, n'est pas forclos. C'est un citoyen libre. Et le jour venu, il peut se présenter. Il peut se présenter, mais à lui de voir s'il répond vraiment aux aspirations des générations montantes, s'il pense qu'il peut s'adapter. En tout cas, c'est à lui de prendre la décision et de s'affirmer. J'ai dit que nous n'allons pas prêter les intentions à M. Bédié, mais des faits existent qui peuvent nous encourager, n'est-ce pas, à penser qu'il pourrait être candidat. Ces faits, c'est quoi? C'est déjà qu'en 2013, à la veille du congrès du PDCI, congrès au cours duquel le PDCI avait décidé de présenter un candidat actif, n'est-ce pas, aux élections de 2015. Mais au 12e congrès, mais ce qui n'a finalement pas fait. Il faut rappeler que déjà, dans une interview qu'il accordait à RFI, le président Bédié disait que même malgré ses 75 ans révolus, les accords de l'INAF Marcoussi permettaient à toute personne dont l'âge je ne dis pas 75 ans, de revendiquer. Donc on ne serait pas surpris. Voilà, donc on ne serait pas surpris que demain il s'affiche comme candidat. Oui, mais là je comprends, mais c'est lui-même, Arikonan Bédié, en 2010, qui disait que l'élection en 2010 était son dernier combat. Bon. Ça n'a pas été le dernier combat. On peut toujours avoir envie d'avoir envie. Hein. Pourquoi pas. Alors, Pascal Affi-N'Guessan, au dernier congrès de son Front populaire ivoirien, a lancé une plateforme. Il y en aura une autre, nous promet le PDCI. Alors finalement, il y aura deux plateformes en face du RHDP Parti Unifié du président Ouattara. On peut dire que ça promet. L'œil observateur de l'Occident dirait que le nouvel ordre politique se redessine en Côte d'Ivoire. Déjà, il s'était imposé par la crise, la guerre de décembre 2010 à avril 2011. Aujourd'hui, nous assistons à un nouvel ordre politique, celui-là qui consiste à véritablement avoir naître de nouvelles plateformes. C'est vrai,
RHDP, ce serait quand même bien pour la démocratie. Oui, bien sûr, c'est le dynamisme de la démocratie. Le RHDP n'est plus ce qu'il était. Il part avec de nouvelles formations. Le PIT, l'UPC, une frange du PIT, une frange de l'UPC. Henri Konan Bédié qui dit qu'il pourrait, d'un moment à l'autre, promouvoir une autre plateforme. Du coup, c'est le regroupement, sinon le repositionnement, n'est-ce pas, des partis et des groupements politiques sur la plate politique. Ce serait une réponse, on dirait, à ce reproche-là qu'on a toujours fait aux partis politiques. On parle d'ethnicisation des partis politiques. Ce serait une chance, non? Si de tels regroupements advenaient. Oui, c'est peut-être une chance qui est donnée. Je dirais même que le champ politique s'ouvre davantage. Mais se réorganise. Se réorganise, comme tu l'as si bien dit. Mais il faut quand même faire attention. Vous avez évoqué Afin Guessan, qui aurait proposé une plateforme. Je dirais qu'on ne doit pas voler de plateforme en plateforme. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir mettre en avant les idées en boîte. Et puis, est-ce que c'est des plateformes qui se constitueront sur la base d'idéologie ou alors ce sont de simples regroupements pour aller à la conquête du pouvoir et puis après la conquête du pouvoir. Les conséquences, on les voit aujourd'hui. Donc, il faudra peut-être demain se méfier un peu, tirer toutes les leçons de ce passé récent là pour ne plus tomber dans des et c'est ce qui aiderait la démocratie sur la question, si vous permettez, sur la question, je veux dire, la question des plateformes n'est pas véritablement nouvelle, hein. Bon, avec le Front républicain, plus récemment avec le CNRD, le RHDP, la LMP, et puis il faut noter qu'une réalité guide les partis politiques ou les chefs de partis politiques qui se disent conquête du pouvoir, mais ils se disent qu'aujourd'hui plus personne seul ne peut conquérir le pouvoir. Il faut forcément un jeu d'alliance. Oui, mais en même temps, il doit y avoir le jeu d'alliance, mais il ne faut pas être dupe. Hein. Il ne faut pas aussi être opportuniste. Tout cela doit être construit parce qu'il y a tellement de partis politiques en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, des gens seraient prêts à sauter sur la moindre occasion pour se faire une place. Et puis, voilà. Pour vous, c'est une nécessité, cette plateforme-là? Non, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que ça redessine non seulement le paysage politique, mais ça permet quand même d'aller au plus profond en ce qui concerne les idées et de promouvoir un nouveau discours politique. Toute dernière préoccupation. Alors, aujourd'hui, on sait que le président Henri Konan Bédié et le PDCI ont rejeté le parti unifié proposé par le président Ouattara. On sait également que de hauts cadres du PDCI sont à fond dans le parti unifié. On imagine l'ambiance les jours à venir au sein du PDCI très rapidement. L'adversité est engagée, chacun devra s'assumer et je veux dire, le débat est ouvert. Très bien. Oui. Sylvain? Le débat est ouvert, mais pour le PDCI, cela se présente beaucoup plus comme un défi. Le défi de la cohésion, le défi de la discipline et le défi même de l'unité du parti, parce que là, les ambitions vont s'affronter. C'est de bonne guerre dans un parti politique, mais tout cela devrait être canalisé. Très bien. C'est sur ces mots que s'achève ce duel des éditorialistes. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Merci.